Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. La crise sanitaire chamboule aussi l'organisation interne et externe de la communauté du Pacifique basée à Nouméa lors de la 50e session du comité des représentants des gouvernements et administrations. Les responsables des 26 États ont établi un plan pour faire face à cette situation. Quelles sont les décisions? On en parle dans ce journal avec Cameron Diver, le directeur général adjoint de la CPS. Le feuilleton de la semaine est consacré au MFR, maison familiale rurale du pays. Entre l'an 2000 et aujourd'hui, la structure, dans les structures, l'effectif est passé de 500 à 50 dans les établissements. Aujourd'hui, l'organisme qui aide les jeunes en décrochage scolaire est dans une phase de relance grâce à la fédération des MFR. C'est ce que nous allons voir dans le premier volet. Mais avant de développer ces titres, attaque de requins à Bourail, deux jeunes filles nageaient à 50 mètres de leur catamaran dans le secteur de l'île verte. L'une d'entre elles a été mordue à la jambe droite. Elles se sont rendues à la base nautique de Bourail où les pompiers ont pris en charge la blessée. Donc ces jours ne seraient pas en danger. Social, la mairie de Yaté bloquée une demi-journée aujourd'hui. À l'origine de cette mobilisation, le collectif Usine du Sud, Usine Pays. Ce blocage pour vérifier l'éventuelle participation de la commune aux côtés de Promo Sud dans l'actionnariat d'une société d'économie mixte en vue de l'exportation du minerai brut. L'information a été démentie aujourd'hui dans un communiqué par le maire Victor Koecha qui, je cite, soutient un projet qui prendrait en compte l'intérêt de l'ensemble du pays porté par les trois provinces. Et je cite toujours, soutient la démarche formulée par l'ICAN et le collectif Usine du Sud, Usine Pays. Fin de citation. Et je vous rappelle qu'une réunion aura lieu demain à la province Sud sur ce dossier. Plus de 13 700 candidats se présenteront à un examen en Nouvelle-Calédonie, que ce soit le bac, le CAP, les BTS ou encore les brevets professionnels. Si pour les étudiants de BTS, les examens ont déjà commencé. Dès jeudi, les premières épreuves anticipées du bac général et technologique vont commencer avec le français, la philosophie. Alors quels sont les chiffres clés de ces épreuves générales et technologiques du bac 2020 et les informations à retenir, les précisions d'Océane Zobler. Pour la session 2020 du bac général et technologique, 2113 candidats de Nouvelle-Calédonie passeront leurs épreuves anticipées de français à partir de jeudi et 3738 candidats passeront, eux, les dernières épreuves de terminale. Une diminution de 1,6% par rapport au terminal l'année dernière, soit 61 élèves de moins. Parmi ces candidats, pour le bac général, on compte 1258 candidats, dont 28 en individuel ou passant par le CNED. 52% des candidats sont inscrits pour la filière scientifique, 31% en filière économie et sociale et 17% en série littéraire. L'année dernière, le taux de réussite pour ce bac général était de 84% contre 83,4% en 2018. Pour le bac technologique, cette fois-ci, on compte 978 candidats cette année, dont 10 en individuel ou en CNED, des effectifs en hausse par rapport à l'année dernière. La majorité des candidats sont inscrits en sciences et technologies du management et de la gestion, avec 572 candidats, suivis de près par le secteur de l'industrie et du développement durable avec 206 candidats cette année. L'année dernière, le taux de réussite pour ce bac technologique était de 77,2% contre 80% en 2018. Dans un tout autre registre, la 50e session du comité des représentants des gouvernements et administrations a eu lieu jeudi dernier, une réunion pas comme les autres, car les représentants des 26 États ont dû s'adapter à la crise sanitaire. Pour en parler ce soir, M. Cameron Diver, le directeur général de la CPS. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant d'aller plus loin avec vous, il est important de savoir le rôle de la CPS, donc Communauté du Pacifique Sud, installée à Nouméa. Cette organisation internationale, je vous le disais, est installée à Nouméa, à Lansvata. Les précisions d'Audrey Poidi. La Communauté du Pacifique Sud est une organisation intergouvernementale. Autrement dit,
C'est un organisme qui regroupe plusieurs États par le biais d'une convention ou d'un traité. Le but étant de coordonner des actions dans la région concernée. À titre d'exemple, la CPS agit dans le Pacifique Sud comme l'Union européenne en Europe. 6 pays de la région ou y ayant des intérêts ont ratifié le traité de Canberra. Objectif, assurer la stabilité dans la région et favoriser la coopération internationale afin de promouvoir le bien-être économique et améliorer les conditions de vie des populations locales en mettant en œuvre des projets de développement dans différents domaines. Environnement, droits humains, santé ou encore dans l'éducation. 73 ans après, la CPS poursuit ses missions de développement et compte 26 membres. Voilà, donc ils pourront parler. Cameron Diver, je vous le disais, donc avant ce reportage, donc vous êtes le directeur général adjoint de la CPS. Vous êtes avec nous ce soir pour parler de la 50e session du comité des représentants des gouvernements et administrations. Mais avant d'en parler, donc de ces grandes décisions, quels sont les impacts précis sur les projets en cours dans la région par rapport à la crise sanitaire ? Alors, les impacts sont assez immédiats et comme vous pouvez l'imaginer, pour une organisation comme la Communauté du Pacifique qui met en œuvre des projets sur le terrain, le fait de ne pas pouvoir voyager, le fait d'avoir des frontières qui sont fermées pour des raisons sanitaires que l'on comprend aisément, ça veut dire qu'on a dû adapter totalement la manière dont on met en œuvre des programmes en utilisant des moyens virtuels, en cherchant des partenaires qui sont dans les pays pour nous aider à les mettre en œuvre et parfois en ayant des discussions avec des organisations qui financent l'action de la CPS pour reporter des actions sur le terrain de cette année à l'année prochaine, où on espère à un moment donné que l'on verra une ouverture, voire même une bulle de voyage qui permettrait justement d'envoyer nos agents, notre expertise sur le terrain pour œuvrer encore une fois avec plus de proximité avec les populations de nos États et territoires membres. Alors justement, pour concrétiser tout cela, il faut de l'argent. Dans les grandes décisions des représentants de chaque pays, donc de l'argent sera versé à la CPS pour faire face à la crise sanitaire, qui sera dédié à la protection de la biodiversité, mais aussi pour faire face, comme je vous le disais, à la crise sanitaire. Concrètement, comment ça va se traduire sur le terrain, en sachant que voilà, tous les représentants maintenant seront bloqués chacun dans son pays? Oui, alors les représentants sur le plan politique et administratif, effectivement, sont chacun dans leur pays, mais le travail sur le terrain continue et c'est ce qui s'est passé cette année justement. Nous avons pu, grâce à nos contacts, grâce à notre technicité, continuer par exemple à soutenir un certain nombre de programmes, comme par exemple l'éducation dans le Pacifique, où grâce à la mise en place d'une plateforme qui s'appelle Moodle, qui est une plateforme en ligne d'apprentissage, c'est la CPS qui a permis aux étudiants dans le Pacifique insulaire qui passaient l'équivalent de leur baccalauréat de suivre l'ensemble de leurs cours à distance, malgré le confinement et malgré les frontières fermées. Nous avons également pu continuer à travailler sur des questions de sécurité alimentaire en développant et en envoyant des cultures dans les pays pour être plantées et pour subvenir aux besoins des populations. Nous avons mis en œuvre un très beau projet qui à l'origine était destiné aux pêcheurs de Fidji, mais que nous avons mis en œuvre avec des pêcheurs de Nouvelle-Calédonie, que nous avons filmé et que nous avons donc mis en ligne pour que non seulement des pêcheurs de Fidji, mais également des pêcheurs de tout le Pacifique puissent en profiter sur des techniques de gestion des poissons que l'on remonte très rapidement à la surface. Donc c'est une question d'adaptation, pas une question d'abandon des projets et des programmes sur le terrain. Et je pense que cette année, on a réussi à faire le pivot Covid-19 très bien, ce qui nous permettra l'année prochaine de mettre en œuvre notre budget annuel qui est de l'ordre de 80 millions d'euros et d'espérer attirer encore une fois de nouveaux financements sur des défis comme la réponse sanitaire, mais aussi sur des défis comme le changement climatique, la protection de la biodiversité et bien d'autres. Alors là, vous parlez des poissons, mais tout à l'heure, donc vous parlez des écoles. Comment on fait justement pour les îles du Pacifique qui sont souvent fragiles et sont souvent les premières victimes, comme par exemple le réchauffement climatique. Là, je vous donne un exemple, par exemple pour Tahiti, où là-bas, il y a 10 000 cas de Covid-19, il y a plus de 60 morts. Comment on fait, par exemple, pour cet archipel ?
Disons, le comment on fait appartient aux dirigeants de la Polynésie française. Le rôle de la CPS, c'est d'aider à élaborer des protocoles sanitaires qui permettent aux États de prendre en connaissance de cause des décisions sur l'ouverture, sur la gestion du confinement. Et c'est notre rôle également, à côté d'autres partenaires comme l'Organisation mondiale de la santé ou le Forum des îles du Pacifique, de permettre au pays d'accéder par exemple aux cartouches tests, ce que l'on a fait, qu'on a distribué dans le Pacifique à travers un organe de coopération régionale pour permettre au pays d'avoir la capacité même à la base de tester leur population pour savoir si le virus était rentré. Et maintenant, nous sommes en train d'œuvrer pour faire en sorte que les pays du Pacifique ne soient pas en bout de chaîne lorsque les vaccins arriveront et que l'on puisse justement faire bénéficier les populations des vaccins, j'espère, à peu près en même temps que les populations des pays développés. Alors une dernière question, où est-ce que va se passer la prochaine session ? Alors, la 51e session de notre comité des représentants des gouvernements et administrations, ainsi que la 12e conférence qui se passe au niveau ministériel et chef de gouvernement, se passera normalement au Vanuatu l'année prochaine. C'est le gouvernement vanuatais qui a proposé d'accueillir cette conférence. Normalement, ça devrait se tenir au mois de novembre et donc on espère qu'avec la promesse des vaccins que nous avons entendus, avec une ouverture possible des frontières, que nous allons pouvoir enfin se retrouver dans l'esprit du Pacifique autour de la table pour dialoguer et prendre les décisions pour le bénéfice des populations, le développement résilient et le développement durable l'année prochaine au Vanuatu. Merci Cameron Diver d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup. Le feuilleton de la semaine est consacré au MFR. Je vous le disais en titre, maison familiale rurale du pays. Entre l'an 2000 et aujourd'hui, la structure a connu une baisse d'effectifs. Aujourd'hui, l'organisme qui aide les jeunes en décrochage scolaire est dans une phase de relance. Aurélie Chiron-Aoutienne. Tu tournes la page, tu fais tous les autres. Mardi dernier, la maison familiale et rurale signait une convention de partenariat pour 1 an avec l'association Bio-Calédonia, organisme délivrant le label Bio-Pacifica. Cela va permettre à l'animatrice de l'association de bénéficier d'un espace de travail au sein de la MFR. Cette association Bio-Calédonia va donc rayonner avec les MFR pour promouvoir cette agriculture au sein même de leur exploitation qui est tout à fait exemplaire. Au même moment, à quelques mètres du groupe, la Chambre de l'agriculture lance une formation. Nous, ça fait partie aussi de notre politique d'ouverture, de collaboration avec le monde agricole et le territoire en général et des activités qu'on veut redévelopper ici à la MFR sur la formation initiale mais aussi sur les adultes et les agriculteurs. Donc en espérant que vous passiez de bonnes journées et en sachant qu'on a nos jeunes qui seront avec vous, les jeunes en formation d'IMA. Après 20 ans marqués par des problèmes de gestion financière et administrative qui ont effrité l'image des MFR, les structures sortent la tête de l'eau. Un souffle nouveau, insufflé par la création en mars dernier de la Fédération des maisons familiales et rurales. Donc depuis 3 ans, on est dans une perspective de relance. Maintenant, on arrive sur la phase où la situation a à peu près été assainie dans toutes les MFR, où on accompagne, on reforme les équipes, les jeunes et les administrateurs. Ce sont des associations, il y a un président, un trésorier, une secrétaire, des administrateurs qui gèrent tout ça. Et maintenant, on est sur la phase de relance, où la mission est finie, mais on a la fédération qui vient soutenir et continuer cette mission. Avant les années 2000, environ 500 jeunes suivaient des formations dans les MFR. Aujourd'hui, on compte une 50aine. Au travers ces missions, la Fédération des MFR s'est donné l'objectif de relancer le recrutement des élèves. Une seconde vie pour ces écoles qui offrent une autre alternative d'enseignement, notamment pour les jeunes en décrochage scolaire. Voilà, et demain, dans le prochain volet, nous reviendrons sur l'histoire des MFR en Nouvelle-Calédonie. Un rendez-vous à Nuluambolo comme tous les lundis, c'est à 21h10. Ce soir sera diffusé le documentaire La Chana. Ce film raconte l'histoire de l'une des plus grandes danseuses de flamenco. Extrait. La casa de una gitana, pero de una gitana reina. Una gitana que quiere mucho a su ¡Pura! Una reina del flamenco. Es nuestra reina del flamenco que tenemos ahora mismo, nuestra reina. Carmen Amaya. Después de Carmen Amaya, nos dio Dios esta reina y sigue reinando en el flamenco. Otra nos queda. Con el perdón para todos los demás compañeros, a los que admiro.
Pero la reina de, nuestra reina gitana y nuestra reina del flamenco la tengo yo aquí a mí. Voilà, un film à suivre juste après votre émission Zone Interdite et bien sûr votre émission Sport présentée par Adrien Espinoza. Juste après ce journal, le cricket à Lifou et le ball-trap seront donc évoqués dans cette émission. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée.